Alors que j'étais enceinte de 8 mois de jumeaux, j'ai gagné 750 000 $ à la loterie. Mais ma belle-mère a exigé que je lui remette l'argent en disant « ça appartient à la famille maintenant ». Quand j'ai refusé, en répondant « c'est pour l'avenir de mes bébés », mon mari m'a giflé violemment au visage. J'ai titubé en arrière. Mon ventre de femme enceinte a heurté le coin pointu de la table et j'ai perdu les os. Ma belle-sœur a commencé à filmer toute la scène, souriant d'excitation, et a dit « ça va devenir viral ». Mon beau-père a ajouté « c'est ce qui arrive quand on désobéit ». Je les ai prévenus à travers la douleur, vous le regretterez tous bientôt. Mais ce que mon mari a fait ensuite vous glacera le sang. Le ticket à gratter coûtait 2 $. Je l'avais acheté à la station-service du coin en rentrant de mon rendez-vous prénatal, principalement parce que le caissier m'avait souri en me disant que c'était peut-être mon jour de chance. Mes chevilles enflées me faisaient un mal de chien, et les jumeaux n'arrêtaient pas de donner des coups depuis le matin. Je les grattais assise dans ma voiture, avec une pièce de 500 du porte-gobelet. 750 000 $. J'ai fixé les chiffres pendant une minute entière, convaincu d'halluciner. La chaleur d'eau transformait l'intérieur de ma Honda en fournaise, mais je ne pouvais pas bouger. Mes mains tremblaient tandis que je vérifiais les numéros une deuxième, puis une troisième fois. C'était réel. Ça arrivait vraiment. Avant toute chose, j'ai pris des photos du ticket sous plusieurs angles avec mon téléphone. Le recto, le verso, le code barre, tout. Puis je l'ai soigneusement rangé dans mon portefeuille, dans un compartiment zippé où il ne risquait pas de tomber. La première personne que j'ai appelée était mon mari, Tyler. Nous étions mariés depuis 3 ans, et même si les choses n'avaient pas été parfaites ces derniers temps, je pensais qu'il serait ravi. Son entreprise de construction était en difficulté, et nous avions plafonné 2 cartes de crédit juste pour couvrir mes frais de grossesse. Cet argent pouvait tout changer. « Chérie, il faut que tu rentres tout de suite », ai-je dit quand il a décroché. « Je suis chez mes parents. » Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Quelque chose d'incroyable vient de se passer. Je dois te le dire en personne. Dis-le-moi maintenant, Jessica. Je suis occupée à aider mon père. J'aurais dû attendre. Avec le recul, ce fut ma première erreur, mais l'excitation a pris le pas sur ma prudence habituelle avec la famille de Tyler. J'ai gagné à la loterie. 750 000 $. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu plaisantes. Non. J'ai le ticket ici. Nous devons le réclamer. Mais Tyler, c'est de l'argent réel. De l'argent qui change la vie. Reste là. Ne bouge pas. Ne le dis à personne d'autre. Je rentre tout de suite. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac, mais j'ai chassé ce sentiment. C'était une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle que nous aurions pu recevoir. Tyler est arrivé 40 minutes plus tard, et il n'était pas seul. Sa mère, Denise, est sortie du siège passager, le visage figé dans cette expression que j'avais appris à redouter au fil des ans. Son père, Lawrence, a suivi, ainsi que la sœur cadette de Tyler, Brittany, qui avait déjà son téléphone à la main. « Où est le ticket ?» a demandé Denise avant même de franchir la porte. J'étais assise sur le canapé, les pieds sur la table basse comme mon médecin me l'avait recommandé. Les jumeaux faisaient des galipettes, ce qui me donnait la nausée. « Bonjour à vous aussi, Denise. Ne fais pas la maline avec moi. Montre-nous le ticket. » J'ai regardé Tyler, attendant qu'il dise à sa mère de se calmer, de lui rappeler que c'était notre maison et nos affaires. Il a évité mon regard. « Il est dans mon sac à main », ai-je dit lentement. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde devait se précipiter ici. C'est entre Tyler et moi. Denise a ri, un son aigu qui m'a fait sursauter. Entre toi et Tyler? Ma chérie, tu fais partie de cette famille maintenant. Cet argent nous appartient à tous. Pardon? Lawrence s'est avancé, sa carrure remplissant l'embrasure de la porte. Tu as entendu ma femme. La famille partage tout. C'est comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je dit en luttant pour me lever.
Mon dos me faisait mal, et l'un des bébés appuyait directement sur ma vessie. J'ai acheté le ticket avec mon propre argent. C'est pour l'avenir de nos enfants. Tes enfants font partie de cette famille, a dit Denise. Elle s'est approchée, son parfum envahissant dans le petit salon. Ce qui signifie que ce qui est à eux est à nous. Maintenant, donne ce ticket avant de faire une bêtise. J'ai de nouveau regardé Tyler. Il se tenait près de la porte, les mains dans les poches, sans toujours croiser mon regard. Tyler, tu ne vas rien dire? Maman n'a pas tort, Jess. On a eu des difficultés. Mes parents nous ont tellement aidés au fil des ans. C'est juste qu'ils aient une part. Une part? Ma voix est sortie plus aiguë que prévu. Elle vient de dire que l'argent appartient à la famille. Elle ne parle pas d'une part. Brittany a gloussé. Son téléphone était toujours pointé sur moi. C'est de l'or en barre. Continue, Jessica. Montre à tout le monde l'égoïste que tu es vraiment. Range ce téléphone, ai-je lâché. C'est un pays libre, a-t-elle dit en zoomant sur mon visage. Et puis, les gens doivent voir comment tu traites la famille qui t'a accueilli. Accueilli? J'avais un appartement parfaitement convenable avant que Tyler ne me convainque d'acheter cette maison ensemble. Ses parents avaient insisté pour figurer sur l'acte de propriété, au cas où, et j'avais été assez stupide pour accepter. Cet argent est pour mes bébés, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Je vais créer des fonds en fiducie pour eux. Tyler et moi pourrons discuter de ce qu'on fait du reste, mais ses futurs enfants passent en premier. Le visage de Denise est devenu rouge. Tes bébés? Ce sont aussi les bébés de Tyler. Et Tyler connaît ses obligations envers cette famille. Quelles obligations? Vous voulez que je vous donne simplement 3/4 million de dollars? Nous voulons que tu fasses ce qui est juste, a dit Laurence. Sa voix était calme, ce qui rendait la situation encore pire. Nous vous avons soutenu depuis le premier jour. Co-signez vos prêts. Aidez avec vos factures médicales. Donnez du travail à Tyler quand son entreprise périclitait. Vous nous le devez. La pièce a commencé à tourner. Je me suis rassise, la main sur mon ventre. J'ai besoin que vous partiez tous. Tyler et moi en discuterons en privé. Il n'y a rien à discuter, a dit Denise. Elle a tendu la main. Donne-moi le ticket. Je m'occuperai de le réclamer et de distribuer les fonds de manière appropriée. Absolument pas. Jessica. Tyler a finalement parlé, sa voix portant un avertissement que j'avais déjà entendu. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ce n'est pas moi qui rends les choses difficiles. Je protège l'avenir de nos enfants. Tu es égoïste, a glapi Brittany, toujours en train de filmer. Regardez-la, maman, elle se prend pour quelqu'un de supérieur maintenant qu'elle a de l'argent. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que cet argent était pour les jumeaux. Denise a fait un pas de plus. Ça appartient à la famille maintenant. Tu es entré dans cette famille par le mariage, ce qui signifie que tout ce que tu as est partagé. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche du tout. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes étaient faibles. C'est de la folie. Tyler, dis-leur que c'est de la folie. Il m'a enfin regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Donne-leur juste le ticket, Jess. On réglera les détails plus tard. Non. C'est pour l'avenir de mes bébés. La gifle est partie de nulle part. La main de Tyler a heurté ma joue si fort que j'ai vu des étoiles. J'ai titubé en arrière, essayant de me rattraper, mais mon ventre de femme enceinte m'a déséquilibré. Le coin de la table basse m'a heurté en plein dans le ventre, et soudain, j'ai senti une chaleur couler le long de mes jambes. Oh mon Dieu, ai-je haleté, en regardant la flaque qui se formait sous moi. Je viens de perdre les os. Brittany a poussé un cri de joie, son téléphone capturant chaque seconde. Ça va devenir viral. Ça va absolument devenir viral. Les contractions ont commencé immédiatement, vives et violentes. Je me suis pliée en deux, essayant de respirer à travers la douleur. C'était trop tôt. Les jumeaux ne devaient naître que dans un mois. Quelque chose n'allait pas du tout.
C'est ce qui arrive quand on désobéit, a dit Laurence calmement, comme s'il commentait la météo. J'ai levé les yeux vers Tyler, à travers des larmes de douleur et de rage. Vous le regretterez tous bientôt. Il a eu l'audace de lever les yeux au ciel. Arrête de faire ton drame. Tu vas bien. Mais je n'allais pas bien. La douleur s'intensifiait, irradiant de mon ventre par vagues qui me donnaient envie de vomir. Quelque chose n'allait pas avec l'un des bébés. Je le sentais, comme les mères le savent parfois. Je dois aller à l'hôpital, ai-je réussi à dire entre deux contractions. Tout de suite. Après que tu auras donné le ticket, a dit Denise. Elle souriait, vraiment. Ensuite, on t'emmènera. Êtes-vous folle? Je suis en train d'accoucher. Quelque chose ne va pas. Tyler a attrapé mon sac à main sur le canapé et a commencé à le fouiller. J'ai essayé de l'arrêter, mais une autre contraction m'a plié en deux. Il a trouvé le ticket et l'a brandi triomphalement. Je l'ai. Brittany, arrête de filmer et aide-moi à l'amener à la voiture. Pourquoi devrions-nous l'aider? A demandé sa sœur, toujours en train de filmer. Elle a été si égoïste et méchante avec maman. Parce que s'il arrive quelque chose à ces bébés, il y aura des questions, a dit Laurence doucement. Et nous n'avons pas besoin de ce genre d'attention en ce moment. Ils m'ont conduite à l'hôpital dans le camion de Laurence, coincée sur la banquette arrière entre Brittany et Denise. Chaque bosse sur la route envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mon corps. Brittany a gardé son téléphone pointé sur moi tout le trajet, narrant ma douleur pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle fait tellement de cinéma, disait-elle à la caméra, elle simule probablement la moitié pour attirer l'attention. À l'hôpital, on m'a directement emmenée en salle d'accouchement. Les visages des infirmières étaient tendus d'inquiétude en m'examinant. L'un des jumeaux, le bébé A, était en détresse. Son rythme cardiaque était irrégulier. Il devait pratiquer une césarienne d'urgence immédiatement. « Où est votre mari ?» m'a demandé une infirmière pendant qu'on me préparait pour la chirurgie. « Dans la salle d'attente avec sa famille. »« Le voulez-vous ici avec vous ?» J'ai pensé à la main de Tyler frappant mon visage. À lui fouillant mon sac à main pendant que j'étais en travail. À l'absence totale d'inquiétude dans ses yeux quand j'avais heurté cette table. Non. Je ne veux aucun d'eux près de moi. L'opération a été un brouillard. Ils ont mis un paravent pour que je ne voie rien, mais je pouvais entendre les voix pressantes des médecins, les bips des machines, le cri soudain de mon premier bébé. Puis le silence, là où il aurait dû y avoir un second cri. « Où est mon autre bébé ?» ai-je demandé, ma voix pâteuse à cause des médicaments. Pourquoi ne pleure-t-elle pas? Personne ne m'a répondu directement. On m'a montré le bébé A, ma fille Lily, juste un instant avant de l'emporter. Elle était si petite, son visage plissé et rouge, à peine 1,8 kg. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée en salle de réveil 6 heures plus tard. Ma sœur, Amanda, était assise à côté de mon lit, le visage bouffi par les larmes. C'est là que j'ai su. Lily, ai-je murmuré. Elle est en néonatologie, mais elle est stable. Les médecins disent que ses chances sont bonnes. Puis le visage d'Amanda s'est décomposé. Je suis tellement désolée, Jess. Le bébé B n'a pas survécu. Le décollement du placenta a coupé son oxygène. Elle était déjà partie quand ils t'ont ouverte. Ils ont essayé, mais il n'y avait rien à faire. J'avais perdu une de mes filles. Un de mes bébés était mort, et l'autre luttait pour sa vie en néonatologie. Et c'était parce que Tyler m'avait frappé. Parce que j'étais tombée contre cette table. Où est-il, ai-je demandé. Tyler? Il est dans la salle d'attente avec sa famille. Il ne les laisse pas entrer parce que tu n'as droit qu'à 2 visiteurs et je suis arrivée la première. Bien. Ne les laisse pas entrer. Je ne veux voir aucun d'eux. Amanda m'a serré la main. Jessica, que s'est-il passé? Tyler a dit que tu es tombée, mais les infirmières posent des questions. Tu as des bleus sur le visage. Le brouillard de l'anesthésie se dissipait, et avec lui venait une clarté que j'aurais dû avoir des années plus tôt. Il m'a frappé. Sa mère a exigé que je lui donne mes gains de loterie et quand j'ai refusé,
Tyler m'a giflé si fort que je suis tombée contre la table basse. C'est pour ça que je suis entrée en travail prématurément. Le visage de ma sœur est devenu blanc. Il a fait quoi? Et Brittany a tout filmé. Elle a dit que ça allait devenir viral. C'est une agression. C'est Jessica, nous devons appeler la police. Pas encore. Ma main s'est posée sur mon ventre, maintenant vide et endolorie. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi d'abord. J'ai besoin que tu sois intelligente à ce sujet. Au cours de l'heure suivante, alors que j'étais encore en salle de réveil, j'ai tout raconté à Amanda, le ticket de loterie, les exigences de Denise, ce que chacun d'eux avait dit et fait. Elle a tout enregistré sur son téléphone, puis est allée chercher les enregistrements de sécurité de l'hôpital. Les caméras de sécurité de l'hôpital avaient capturé Brittany me filmant dans la salle d'attente avant qu'on m'emmène. L'horodatage prouvait que j'étais arrivée déjà en travail, déjà blessée. Et quand Amanda a vérifié les réseaux sociaux de Brittany, elle a trouvé la vidéo. Brittany l'avait vraiment publiée. L'agression entière, la perte des os, tout. Elle l'avait légendée. Quand les croqueuses de diamants obtiennent ce qu'elles méritent, clin d'œil vernis angle la famille d'abord, le karma existe, drame familial. La vidéo avait déjà 50 000 vues. Elle est encore plus bête que je ne le pensais, a dit Amanda en me montrant son téléphone. C'est la preuve d'un crime et elle vient de le poster publiquement. La police est venue ce soir-là. J'ai fait ma déposition depuis mon lit d'hôpital, leur ai montré les bleus sur mon visage, expliqué ce qui s'était passé. Ils ont arrêté Tyler à l'hôpital. Denise, Laurence et Brittany ont été arrêtés à leur domicile 3 heures plus tard. Mais je n'en avais pas fini. Pendant ma convalescence, pendant que ma fille Lily se battait pour sa vie dans une couveuse, j'ai passé des appels. D'abord à un avocat spécialisé en dommages corporels et homicides involontaires, puis à la commission des loteries. J'avais toujours le ticket physique dans mon portefeuille, que la police avait saisi comme preuve, mais j'avais aussi mes photos. J'ai rempli les formulaires de réclamation préliminaire en ligne, établissant une trace écrite que le ticket était le mien, et le mien seul, avant que quiconque puisse essayer de le contester. Mon avocat, Robert Nash, était un requin. Il a jeté un œil à la vidéo de Brittany, à mes dossiers médicaux, au rapport d'autopsie de ma fille décédée, et ses yeux se sont illuminés comme si Noël était arrivé en avance. C'est le cas le plus clair que j'ai vu en 20 ans, a-t-il dit. Agression, coups et blessures, homicide involontaire, détresse émotionnelle, perte de consortium. Et le fait qu'ils aient essayé de voler vos gains de loterie. Le jury va les crucifier. Je veux plus que ça, lui ai-je dit. Je veux tout. Robert a souri. Alors, donnons-vous tout. Le procès pénal a eu lieu en premier. Tyler a été accusé de voies de fait et coups et blessures sur une femme enceinte, de maltraitance infantile ayant entraîné la mort et de tentative de vol. L'accusation avait la vidéo de Brittany, les dossiers de l'hôpital, le témoignage des infirmières qui m'avaient soigné. Son avocat commis d'office a tenté de plaider l'accident, que Tyler avait juste essayé de me calmer et que j'avais trébuché. Les semaines précédant le procès ont été un enfer particulier. Tyler a été libéré sous caution, payé par un oncle éloigné que je n'avais jamais rencontré. Sa famille a lancé une campagne pour me faire passer pour la méchante. Ils ont affirmé que j'avais tout inventé pour voler leur part légitime de l'argent de la loterie. Denise a donné une interview à une chaîne d'information locale, versant des larmes de crocodile sur la façon dont j'avais déchiré leur famille par cupidité. L'interview a été diffusée un mardi soir. Je l'ai regardée depuis le canapé de ma sœur, Lily dormant dans mes bras. Denise était assise là, dans une robe noire empruntée, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, parlant de la jeune femme à problème que j'étais. Elle a affirmé que j'avais toujours été manipulatrice, que j'avais piégé Tyler avec la grossesse, que le gain à la loterie avait révélé ma vraie nature. Nous voulions juste qu'elle soit responsable, a dit Denise, la voix tremblante, qu'elle pense à la famille qui l'avait soutenue en tout, et elle est devenue violente. Elle a attaqué Tyler quand il a essayé de la raisonner. La journaliste, une jeune femme qui n'avait manifestement pas fait ses recherches, a hoché la tête avec sympathie. Et votre fille a filmé l'incident. Brittany essayait juste de se protéger. Elle avait peur que Jessica l'attaque aussi.
J'ai immédiatement appelé Robert. Vous avez vu ça? Je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas, laissez-les s'enfoncer davantage. Chaque mensonge qu'ils racontent maintenant est un clou de plus dans leur cercueil au procès. Il avait raison. L'accusation a utilisé des extraits de cette interview pendant le procès, contrastant les affirmations larmoyantes de Denise avec les images réelles de la vidéo. Le jury a pu regarder Denise dire que j'avais été violente, puis regarder Tyler me frapper pendant que je les suppliais de m'emmener à l'hôpital. Ils ont pu l'entendre prétendre que Brittany avait peur, puis entendre le commentaire joyeux de Brittany sur le fait de devenir virale. L'avocat commis d'office de Tyler, un homme à l'air épuisé nommé Gary Mitchell, a fait de son mieux avec un cas impossible. Il a tenté d'établir que j'avais été émotionnellement instable à cause de mes hormones de grossesse. Il a fait venir un témoin expert qui a parlé de la façon dont les femmes enceintes subissent parfois des sautes d'humeur et des comportements irrationnels. Puis l'accusation a fait venir le docteur Patricia Chen, une gynécologue obstétricienne qui avait examiné mes dossiers médicaux. Elle a expliqué en termes clairs exactement ce qui était arrivé à mon corps lorsque j'ai heurté cette table. Comment l'impact a provoqué un décollement placentaire. Comment ce décollement a coupé l'oxygène du bébé. Comment Emma était morte, essentiellement asphyxiée dans l'utérus, pendant qu'on me conduisait à l'hôpital. Plusieurs jurés pleuraient à la fin de son témoignage. Gary a essayé un autre angle. Il a mis en doute l'intention de Tyler de me faire du mal, se demandant si la gifle n'était qu'une action réflexe née du stress et de la peur de l'argent. Il a dépeint Tyler comme un homme sous une pression énorme, inquiet de subvenir aux besoins de sa famille grandissante, dépassé par les attentes de ses parents. Puis ils ont projeté la vidéo. Toute la salle d'audience a vu la main de Tyler frapper mon visage. M'a vu tomber. A vu sa sœur rire en filmant mon agonie. A entendu le commentaire de Laurence sur la désobéissance. La procureure, une femme brillante nommée Christina Valdez, a laissé la vidéo parler d'elle-même. Elle n'a ajouté aucun commentaire. Elle l'a simplement diffusée, l'a laissée se terminer, et a dit « La défense voudrait vous faire croire que c'était un accident, que c'était le stress. Je veux que vous regardiez encore une fois et que vous me disiez si vous voyez un accident ici. » Elle l'a rediffusée. Cette fois, elle a fait une pause au moment exact de l'impact. Le visage de Tyler était visible, tordu de rage. Il n'y avait rien d'accidentel dans cette expression. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Tyler a pris 25 ans. Lors de l'audience de détermination de la peine, je me suis levée et j'ai lu une déclaration de la victime en tenant Lily, qui était enfin assez en forme pour quitter la néonatologie après 6 semaines. « Tu as tué notre fille », ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. « Tu l'as tuée parce que ta mère voulait mon argent. Tu as choisi cette $150 000 plutôt que la vie de ton propre enfant, plutôt que la vie de tes 2 enfants. Lily grandira sans sa sœur jumelle parce que tu n'as pas su tenir tête à tes parents. » Il a pleuré. A vraiment pleuré, essayant de s'excuser, mais ses larmes ne signifiaient plus rien pour moi. Denise, Laurence et Brittany ont été accusés de complicité et de tentative de vol. Brittany a reçu la peine la plus sévère des 3 parce qu'elle avait publié la vidéo publiquement avec cette légende. Le juge a qualifié cela de l'une des manifestations de mépris pour la souffrance humaine les plus insensibles qu'il ait jamais vues. Elle a pris 3 ans. Denise et Laurence ont chacun écopé de 18 mois de prison plus une période de probation. Mais les procès pénaux n'étaient qu'un début. Le procès civil est l'endroit où je leur ai tout pris. Robert a intenté une action en justice pour homicide involontaire contre les 4, ainsi que des plaintes pour agression, coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et complot en vue de commettre un vol. Avant même d'arriver à la phase de communication des preuves, la famille de Tyler a tenté de régler l'affaire. Laurence a appelé chez ma sœur à 2 heures du matin, ivre et divagant. Amanda l'a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre. « On peut te donner 100 000, a-t-il bredouillé. C'est juste. C'est plus que juste pour un accident. Un accident, ai-je dit en prenant le téléphone. Vous appelez ce qui est arrivé à Emma un accident ? Personne ne voulait que ce bébé meure. Tyler se sent terriblement mal. On se sent tous mal. Mais détruire nos vies ne la ramènera pas.
Vous avez raison. Rien ne la ramènera. C'est pourquoi je vais prendre tout ce que vous avez. Tu es une garce vindicative, tu sais ça? Une vraie femme pardonnerait, penserait à la famille. Je lui ai raccroché au nez. Amanda me regardait avec de grands yeux. Ça va? Parfaitement. Robert va adorer entendre parler de cet appel. Tenter de régler pour une fraction de ce qu'ils doivent tout en m'appelant ivre et en me harcelant. Ça va faire très bonne impression devant un jury. Robert a adoré. Il a ajouté le harcèlement à la liste des plaintes et a utilisé les relevés téléphoniques pour prouver l'appel tardif. La phase de communication des preuves a été magnifique. Nous avons assigné à comparaître leurs dossiers financiers, leurs SMS, leurs comptes de réseaux sociaux. Nous avons trouvé des messages de Denise à Tyler datant de plusieurs semaines avant le gain à la loterie, se plaignant que j'étais un fardeau pour les ressources familiales et suggérant qu'il devrait mieux me gérer. Mais nous avons trouvé autre chose aussi. Quelque chose d'inattendu. Tyler et Brittany avaient prévu de contester le ticket de loterie. Nous avons trouvé des SMS entre eux datant du lendemain de ma victoire, discutant de la manière dont ils pourraient prétendre que le ticket avait été acheté avec l'argent de la famille et devrait donc être partagé entre tous. Brittany avait même fait des recherches sur des avocats spécialisés dans les litiges de loterie. Ils ne voulaient pas seulement partager. Ils voulaient tout prendre. Encore mieux, nous avons trouvé le journal intime de Denise. Lors de la perquisition de leur domicile pour des documents financiers, mes avocats ont découvert 3 ans de journaux où Denise avait documenté chaque offense perçue. Chaque moment où elle sentait que je ne respectais pas la famille correctement. Il y avait des entrées sur la façon dont j'avais volé Tyler, comment je l'avais piégé avec une grossesse, comment les jumeaux allaient probablement naître avec des tares à cause de ma génétique inférieure. La lecture de ces entrées m'a rendu physiquement malade, mais elles ont aussi rendu le dossier en béton. Ce n'était pas un différend familial qui avait mal tourné. C'était un schéma de haine qui s'était accumulé pendant des années, attendant une excuse pour exploser. Nous avons trouvé des SMS entre Laurence et Tyler discutant de la manière de me convaincre de partager l'argent de la loterie, Laurence suggérant que parfois, les femmes ont besoin d'une main ferme. Nous avons trouvé les messages supprimés de Brittany à ses amis où elle plaisantait sur le fait de se débarrasser enfin de la croqueuse de diamants, et parlait de ce qu'elle achèterait avec sa part de l'argent de la loterie. Ils l'avaient planifié. Peut-être pas la violence spécifique, mais ils avaient absolument prévu de prendre mon argent, et ils avaient discuté d'utiliser l'intimidation pour le faire. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a entendu des experts médicaux sur la mort de ma fille, sur la façon dont le traumatisme à mon abdomen avait causé un décollement placentaire qui l'avait tué. Ils ont entendu des psychologues sur le traumatisme durable que j'avais subi. Ils ont vu la vidéo de Brittany diffusée encore et encore. Quand Robert a fait sa plaidoirie finale, il a brandi une photo de ma fille, Emma, la jumelle décédée. Cette petite fille n'a jamais pu prendre une respiration en dehors du ventre de sa mère parce que ces pauvres gens accordaient plus de valeur à l'argent qu'à la vie humaine. Ils ont agressé une femme enceinte. Ils ont ri pendant qu'elle souffrait. Ils ont essayé de la voler pendant qu'elle était en train d'accoucher. Et puis ils ont essayé de le cacher. Le jury m'a accordé 4 millions de dollars, 3 millions en dommages-intérêts compensatoires, 1 million en dommages-intérêts punitifs. Le juge a ajouté 300 000 dollars de frais de justice. Bien sûr, la famille de Tyler n'avait pas 4 millions de dollars. Mais ils avaient des actifs. Ils avaient des fonds propres dans leur maison, des comptes de retraite, l'entreprise de construction, des véhicules. Nous avons tout pris. Chaque chose que nous pouvions légalement réclamer. La maison que j'avais partagée avec Tyler, celle avec leur nom sur l'acte, j'en ai obtenu la pleine propriété, puis je l'ai immédiatement vendue. L'entreprise de construction, liquidée, les actifs vendus. La maison de Denise et Laurence, qu'ils possédaient sans hypothèque, saisie pour payer le jugement. Leur compte de retraite, leur véhicule, le bateau de Laurence dont il était si fier, la collection de bijoux de Denise, tout a disparu. Le matériel d'influenceuse de Brittany, ses lampes annulaires, ses caméras et son ordinateur portable, saisis et vendus. Sa voiture, ses vêtements de marque, tout. Je me suis même attaqué à leurs revenus futurs.
En vertu du jugement, je pouvais saisir jusqu'à 25% de leur salaire pour les 20 années suivantes ou jusqu'à ce que le montant total soit payé, selon la première éventualité. La famille de Tyler est passée de la classe moyenne confortable à une indigence absolue. Denise et Laurence ont fini dans un 2 pièces dans le quartier le plus malfamé de la ville. Laurence a dû prendre un emploi de concierge de nuit à 63 ans. Denise travaillait dans un fast-food. Brittany est retournée vivre avec eux après sa peine de prison, incapable de se payer son propre logement. Ses comptes de réseaux sociaux avaient été suspendus après la vidéo, et bien qu'elle en ait créé de nouveaux sous différents noms, quelqu'un finissait toujours par la reconnaître et la signaler. Aucun employeur légitime ne voulait l'embaucher une fois qu'il cherchait son nom sur Google. Mais je n'étais toujours pas satisfaite. J'ai pris les gains de la loterie, l'argent du règlement et tout ce que j'ai collecté, et j'ai construit quelque chose avec. J'ai créé une fondation au nom d'Emma, dédiée à aider les femmes enceintes à échapper à la violence domestique. J'ai acheté un immeuble et l'ai transformé en refuge. J'ai embauché des conseillers, des avocats, du personnel médical. La Fondation Emma Grace est devenue l'une des organisations de lutte contre la violence domestique les plus prospères de l'État. Nous aidions des centaines de femmes chaque année. Nous sauvions des vies, et je m'assurais que tout le monde sache exactement pourquoi elle existait. L'histoire d'Emma était sur notre site web, dans nos documents promotionnels, dans chaque discours que je prononçais lors de collecte de fonds. Ma fille est morte parce que son père a choisi l'argent plutôt que sa vie, parce que sa famille croyait avoir droit à quelque chose qui ne leur appartenait pas. Cette fondation existe pour s'assurer qu'aucune autre femme ne subisse ce que j'ai subi. Le nom de Tyler était dans chaque article. Chaque reportage sur la fondation le mentionnait, ainsi que sa mère, son père, sa sœur. Leurs crimes les suivaient partout. J'y veillais. Quand la première audience de libération conditionnelle de Tyler a eu lieu après 10 ans de prison, j'étais là. J'ai amené Lily, qui avait maintenant 10 ans et ressemblait exactement à ce à quoi sa sœur jumelle aurait ressemblé. Je l'ai fait se tenir devant la commission de libération conditionnelle pendant que je parlais. Cet homme a tué ma fille, sa fille. Il l'a tuée parce que sa mère le lui a dit, et il était trop faible pour lui tenir tête. Il l'a tuée pour de l'argent. Et maintenant, il veut nous faire croire qu'il est réhabilité, qu'il a appris sa leçon. Je leur ai montré les lettres que Tyler m'avait écrites de prison. Des lettres où il me demandait d'abandonner le procès civil, de lui donner une autre chance, de penser à « notre fille qui a besoin de son père ». Il ne mentionne pas la fille qu'il a tuée, ai-je dit à la commission. Pas une seule fois en 10 ans de lettres n'a-t-il mentionné Emma par son nom. Il parle de Lily, de ses droits en tant que père, de combien il a souffert. Mais Emma, le bébé qui est mort à cause de lui, elle ne mérite pas une mention. Libération conditionnelle refusée. Denise a essayé de me contacter après sa sortie de prison. Elle a envoyé des lettres à ma maison, a essayé de m'appeler, s'est même présentée une fois à la fondation. La sécurité l'a fait sortir, et j'ai obtenu une ordonnance restrictive. Dans ses lettres, elle ne s'excusait pas pour ce qui était arrivé à Emma. Elle s'excusait pour le malentendu et disait qu'elle espérait que nous pourrions tourner la page pour qu'elle puisse être une grand-mère pour Lily. J'ai encadré une de ces lettres et l'ai accrochée dans mon bureau, comme un rappel de qui étaient exactement ces gens. Laurence est mort d'une crise cardiaque 5 ans après le procès. Tyler a demandé la permission d'assister aux funérailles. J'ai déposé une objection et sa demande a été refusée. Il est resté dans sa cellule pendant que son père était enterré. Denise m'a envoyé une lettre me blâmant pour la mort de Laurence, disant que le stress d'avoir tout perdu l'avait tué. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ajouté cette lettre à la collection dans mon bureau. Brittany a essayé de se réinventer en ligne sous un autre nom, mais quelqu'un la reconnaissait toujours. Finalement, elle parvenait à se constituer une petite communauté de followers, puis quelqu'un faisait le lien avec la vidéo et tout s'effondrait à nouveau. Elle avait 33 ans et vivait toujours avec sa mère, occupant des emplois au salaire minimum, incapable de se construire une vie. Tous les quelques années, Tyler tentait à nouveau d'obtenir la libération conditionnelle. Et à chaque fois, j'étais là pour m'assurer qu'il reste exactement où il devait être. Lily a grandi en sachant exactement ce qui était arrivé à sa sœur.
De manière appropriée à son âge, bien sûr. Je ne lui ai jamais caché la vérité. Quand elle a eu 7 ans, je l'ai assise et lui ai expliqué que son père avait fait du mal à maman quand elle était enceinte, et que c'est pour ça qu'Emma était morte. Est-ce qu'il reviendra un jour, m'a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts. Pas si j'ai mon mot à dire, lui ai-je répondu. Et j'aurai toujours mon mot à dire. La fondation a prospéré. Nous nous sommes étendus à 3 sites, avons aidé des milliers de femmes. Chaque femme qui franchissait nos portes connaissait l'histoire d'Emma. Elle savait ce qui se passait quand on restait avec quelqu'un qui accordait plus de valeur à l'argent qu'à la vie. Certaines personnes pensaient que j'étais trop dure. Je croisais de vieilles connaissances qui avaient entendu parler de l'affaire, et elles disaient des choses comme « Tu ne penses pas que ça suffit » ou « Ne devrais-tu pas essayer de pardonner, pour le bien de Lily ?» J'avais une réponse standard. Un homme a tué ma fille parce que sa mère voulait mon argent. Il n'a montré aucun remords, aucune empathie, aucune décence humaine. Sa famille a ri pendant que j'étais en travail, a filmé ma souffrance pour se divertir, et a essayé de me voler alors que mon enfant était en train de mourir. Pourquoi exactement devrais-je pardonner cela? Il n'avait jamais de bonne réponse. La deuxième audience de libération conditionnelle de Tyler, à la marque des 15 ans, a en fait attiré l'attention des médias. Une journaliste locale a fait un reportage sur lui, le dépeignant comme un homme réformé qui avait fait une terrible erreur. Ils l'ont interviewé en prison où il a parlé de sa découverte de Dieu, de ses remords, de son désir d'être un père pour Lily. La journaliste m'a contacté pour un commentaire. Je l'ai invité à la fondation, lui ai fait visiter les lieux, les présenter à certaines des femmes que nous avions aidées. Puis je lui ai montré la vidéo. D'une manière ou d'une autre, elle ne l'avait jamais vue. Elle s'est assise dans mon bureau et a regardé l'enregistrement de Brittany, a vu Tyler me frapper, m'a vu tomber, a entendu les commentaires de sa famille. La journaliste a vomi dans ma salle de bain. Son article a considérablement changé après ça. C'est devenu une enquête sur la façon dont les médias réhabilitent parfois les agresseurs sans faire de recherches appropriées. La libération conditionnelle de Tyler a été de nouveau refusée. Quand Lily a eu 16 ans, elle a demandé si elle pouvait rencontrer Tyler, juste une fois, sous surveillance, pour pouvoir lui poser des questions. Je ne voulais pas le permettre. Tout en moi hurlait de la protéger de lui, mais ma thérapeute, le docteur Sarah Kim, a dit que cela pourrait apporter une forme de conclusion à Lily, que c'était son choix. La semaine précédant la visite, j'ai à peine dormi. J'imaginais sans cesse Tyler manipulant Lily, jouant la victime, l'empoisonnant contre moi. Amanda m'a dit que je réfléchissais trop, que Lily était intelligente, forte et connaissait la vérité. Elle a vu la vidéo, Jess. Elle sait exactement qui il est. Savoir et vivre sont deux choses différentes. Et s'il la charme? Et si elle commence à penser que j'ai été trop dure avec lui toutes ces années? Alors tu lui rappelleras pourquoi tu as été dure avec lui. Tu lui rappelleras Emma. La nuit avant la visite, Lily est venue dans ma chambre. Elle portait le collier que je lui avais offert pour son 15e anniversaire. Une délicate chaîne en or avec 2 cœurs entrelacés, la représentant elle et Emma. « Tu es fâchée que je veuille le voir ?» a-t-elle demandé, assise sur le bord de mon lit. Je ne suis pas fâchée. J'ai peur. Peur de quoi? Qu'il te fasse du mal d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Qu'il te fasse douter de choses dont tu ne devrais pas douter. Lily est restée silencieuse un moment, faisant tourner le collier entre ses doigts. Maman, j'ai besoin de le regarder dans les yeux et de lui demander pourquoi. J'ai besoin de l'entendre essayer de l'expliquer. Je crois que j'ai besoin de voir par moi-même qu'il n'y a pas de bonne explication. J'ai donc organisé la rencontre par l'intermédiaire de la prison, à la condition que je sois présente et que nous puissions mettre fin à la visite à tout moment. Tyler avait l'air vieux. 18 ans de prison l'avaient mal vieilli. Ses cheveux étaient gris, son visage ridé. Il avait 49 ans mais en paraissait presque 60. Il a pleuré en voyant Lily, tendant la main vers elle à travers la vitre de séparation. « Tu es si belle » a-t-il dit. « Tu ressembles tellement à ta mère. »« Je ressemble aussi à Emma » a dit Lily doucement.
Maman dit que nous étions identiques. Le visage de Tyler s'est décomposé. Je suis tellement désolée. Tellement, tellement désolée. Pourquoi l'avez-vous fait, a demandé Lily. Maman m'a raconté ce qui s'est passé, mais je veux l'entendre de votre bouche. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. J'étais faible. J'ai laissé ma mère me contrôler. J'étais en colère et je me suis emportée. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Regrettez-vous d'avoir frappé maman ou regrettez-vous de vous être fait prendre? La question est restée en suspens. Tyler a fixé sa fille, cet enfant qu'il n'avait jamais vraiment connu, et je pouvais le voir calculer, essayant de trouver la bonne réponse. Les deux, a-t-il finalement dit. Je regrette tout. Lily a hoché lentement la tête. Maman dit que vous n'avez jamais mentionné Emma dans vos lettres. Est-ce vrai? C'est trop douloureux. Je ne peux pas. C'est trop douloureux pour vous? La voix de Lily était tranchante. Emma est morte. Maman a dû enterrer sa propre fille. J'ai grandi sans ma sœur, mais c'est trop douloureux pour vous de prononcer son nom. Lily, s'il te plaît. Elle s'appelait Emma Grace. Dites-le. Je ne peux pas dire son nom. Tyler s'est effondré complètement, sanglotant dans ses mains, mais il n'a pas prononcé le nom d'Emma. Pas une seule fois pendant toute la visite. Nous sommes partis après 20 minutes. Lily était silencieuse sur le chemin du retour. Ça va, lui ai-je demandé. Je pensais qu'il avait peut-être changé. Qu'il serait vraiment désolé. Certaines personnes ne peuvent pas changer, ma chérie. Elles ne peuvent que faire semblant. Je ne veux plus le revoir. Tu n'es pas obligé. Jamais. Si tu ne le veux pas. Elle ne l'a jamais revu. À 18 ans, elle a légalement changé son nom de famille pour le mien et a officiellement demandé que les droits parentaux de Tyler soient supprimés. Il s'y est opposé. Mais étant donné son casier judiciaire et le fait que Lily était maintenant une adulte faisant son propre choix, le juge a accédé à sa demande. Tyler a perdu même le droit théorique de se dire son père. La fondation a continué de grandir. Lily a fini par y travailler pendant ses études, inspirée par notre travail. Elle est devenue une ardente défenseur des victimes de violences domestiques, prenant la parole lors d'événements, organisant des collectes de fonds. Emma serait fière, lui ai-je dit une fois. Je l'espère, a-t-elle répondu. J'aime penser qu'elle est la raison pour laquelle je suis ici, qu'elle m'a envoyée pour aider d'autres personnes. C'était une belle pensée, peut-être trop belle pour être vraie, mais je me suis laissé y croire. Denise est morte quand Lily avait 22 ans. Une insuffisance hépatique due à des années d'alcoolisme. Tyler a été autorisé à assister à ses funérailles sous garde armée. J'ai entendu dire qu'il s'était effondré sur la tombe, se reprochant d'avoir détruit la famille. Tant mieux. Il devait s'en vouloir. Brittany m'a envoyé une lettre après les funérailles de sa mère. C'était le premier contact direct qu'elle tentait depuis des années. Je suis désolée pour ce que j'ai fait, écrivait-elle. J'étais jeune et stupide et je trouvais ça drôle. Je ne comprenais pas la gravité de la situation. Je le paie chaque jour depuis. S'il te plaît. Je t'en supplie. Pouvons-nous trouver un moyen d'aller de l'avant? J'ai tout perdu. Mes parents sont morts. Mon frère est en prison. Je n'ai rien. Peux-tu trouver dans ton cœur la force de me pardonner? J'ai répondu. Une seule ligne. Emma est morte depuis 20 ans. Vous avez publié sa mort en ligne pour des j'aime. Il n'y a pas de tourner la page possible après ça. La prochaine audience de libération conditionnelle de Tyler était prévue lorsqu'il atteindrait la 20e année de sa peine de 25 ans. Il aurait 51 ans. Assez vieux pour que la commission le considère comme un faible risque. Assez vieux pour qu'il le laisse sortir. Je m'y suis préparé comme pour toutes les autres. J'ai rassemblé mes preuves, mes déclarations, ma documentation sur chaque fois qu'il avait tenté de minimiser ce qu'il avait fait. J'ai contacté le bureau du procureur, les défenseurs des victimes, tous ceux qui pouvaient aider à s'assurer qu'il reste derrière les barreaux. Et puis, 3 semaines avant l'audience, Tyler a eu un AVC,
un accident vasculaire cérébral massif qui l'a laissé partiellement paralysé et incapable de parler clairement. La prison a appelé pour m'informer. Il semblait s'attendre à de la sympathie. Va-t-il survivre, ai-je demandé. Oui, mais il aura besoin de soins importants. Il est transféré à l'infirmerie de la prison. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché et n'ai ressenti absolument rien. Ni satisfaction, ni pitié, rien du tout. Lily m'a demandé si nous devions lui rendre visite. Je lui ai dit qu'elle pouvait le faire si elle le voulait, mais que je ne l'accompagnerais pas. Elle a décidé de ne pas y aller. L'audience de libération conditionnelle de Tyler a été reportée indéfiniment pendant sa convalescence. Le temps qu'il soit assez bien pour comparaître à nouveau devant la commission, 2 autres années s'étaient écoulées. Il s'est présenté en fauteuil roulant, l'élocution pâteuse, un côté du visage affaissé. Il pouvait à peine enchaîner les phrases. Son avocat a fait valoir qu'il n'était plus une menace pour personne, qu'il avait besoin de soins spécialisés que la prison ne pouvait pas fournir, qu'une libération pour raisons humanitaires était justifiée. Je me suis tenue devant la commission et j'ai dit, cet homme a tué ma fille parce qu'il voulait de l'argent. Le fait qu'il soit maintenant handicapé ne change rien à cela. Le fait qu'il ait souffert ne ramènera pas Emma. Il a fait un choix il y a 22 ans. Celui de valoriser l'argent plus que la vie, et il doit faire face aux conséquences de ce choix jusqu'à la fin de sa peine. Libération conditionnelle refusée. Tyler est mort en prison 2 ans plus tard, après avoir purgé 22 ans de sa peine de 25 ans. Il avait 53 ans. La cause officielle était des complications de son AVC, mais je pense que ce qui l'a vraiment tué, c'est le poids de ses propres choix qui l'a finalement écrasé. La prison a appelé pour m'informer et m'a demandé si je voulais réclamer le corps. J'ai dit non. Je ne voulais pas savoir où il était enterré. Je ne voulais aucune trace de lui dans ma vie, sauf comme une histoire édifiante. Brittany a réclamé le corps et l'a enterré à côté de ses parents. Elle m'a envoyé une invitation pour les funérailles, que j'ai jetée sans la lire. Certains pourraient dire que j'aurais dû ressentir un sentiment de conclusion à la mort de Tyler. Que sa mort aurait dû apporter une sorte de paix. Mais Emma était toujours morte. Lily avait toujours grandi sans sa jumelle. Ces choses ne changeraient jamais, peu importe combien d'entre eux mouraient ou souffraient. La fondation était ma conclusion. Chaque femme que nous aidions, chaque vie que nous sauvions, c'était ma réponse à ce que la famille de Tyler avait fait. Ils ont essayé de tout me prendre, et à la place, j'ai construit quelque chose qui leur survivrait à tous. La fondation Emma Grace en est maintenant à sa 20e année. Nous avons aidé plus de 8000 femmes. Nous avons sauvé d'innombrables vies. Nous avons fait changer la législation, formé des policiers, éduqué des professionnels de la santé sur la détection des abus. Le nom d'Emma est sur un bâtiment, sur des bourses d'études, sur des programmes qui enseignent aux femmes leurs valeurs. Lily dirige maintenant la fondation. Elle a 24 ans, est mariée à un homme merveilleux nommé James qui la traite comme une reine. Ils attendent leur premier enfant en décembre. Des jumelles. Elle va nommer l'une d'elles Emma. Tu es sûre, lui ai-je demandé quand elle me l'a annoncé. C'est un lourd poids à porter. Je veux le porter, a-t-elle dit. Je veux que ma fille connaisse sa tante. Qu'elle sache ce qui s'est passé et pourquoi nous faisons ce travail. Emma mérite qu'on se souvienne d'elle comme plus qu'une tragédie. Elle a raison. Emma mérite cela et plus encore. Parfois, les gens me demandent si je regrette la dureté avec laquelle j'ai traité la famille de Tyler. Si je pense que j'aurais dû montrer plus de pitié, plus de compassion, plus de pardon. Je leur parle du moment où j'ai tenu ma fille morte dans mes bras. Des infirmières qui pleuraient en enveloppant son petit corps. Des funérailles où nous avons enterré un bébé qui n'a jamais pu vivre parce que son père n'a pas su dire non à sa mère. Puis je leur demande, où était leur pitié? Où était leur compassion? Où était leur humanité quand ils ont ri de ma douleur? Ils n'ont jamais de réponse à cela non plus. J'ai 47 ans maintenant. La fondation est mon héritage, avec Lily et sa famille grandissante. J'ai construit une belle vie à partir du pire moment de mon existence. La famille de Tyler pensait pouvoir tout me prendre. Ils pensaient que l'argent valait plus que la vie. Ils avaient tort.
je leur ai tout pris à la place. Et j'ai construit quelque chose de magnifique sur les cendres de leur cruauté. C'est ça, ma vengeance. Pas leur souffrance, même si je ne prétendrai pas ne pas avoir apprécié de les voir tomber. Ma vengeance, c'est que la mort d'Emma ait un sens. Que son nom sauve des vies, qu'elle compte. Tyler est mort en prison, oublié et seul. Denise et Laurence sont morts brisés et pauvres. Brittany vit une demi-vie, incapable d'échapper à ce qu'elle a fait. Mais Emma, elle, continue de vivre. Dans la fondation, dans les femmes que nous aidons, dans les jumelles que Lily porte, dans chaque vie que nous touchons. Ils voulaient prendre mes gains de loterie. Au lieu de cela, ils m'ont donné un but. Après tout, c'est moi qui ai gagné.